Le Comte de Monte Cristo, tome 4, partie 37 du livre audio, chapitre 87. La provocation. Alors, continua Beauchamp, je profitais du silence et de l'obscurité de la salle pour sortir sans être vu. L'huissier qui m'avait introduit m'attendait à la porte. Il me conduisit, à travers les corridors, jusqu'à une petite porte donnant sur la rue de Vaugirard. Je sortis, l'âme brisée, et ravie tout à la fois. Pardonnez-moi cette expression, Albert. Brisée par rapport à vous, ravie de la noblesse de cette jeune fille poursuivant la vengeance paternelle. Oui, je vous le jure, Albert, de quelque part que vienne cette révélation, je dis, moi, qu'elle peut venir d'un ennemi, mais que cet ennemi n'est que l'agent de la Providence. Albert tenait sa tête entre ses deux mains. Il releva son visage, rouge de honte et baigné de larmes, et saisissant le bras de Beauchamp. « Ami, lui dit-il, ma vie est finie. Il me reste non pas à dire comme vous que la Providence m'a porté le coup, mais à chercher quel homme me poursuit de son inimitié. Puis, quand je le connaîtrai, je tuerai cet homme, ou cet homme me tuera. Or, je compte sur votre amitié pour m'aider, Beauchamp, si toutefois le mépris ne l'a pas tué dans votre cœur. Le mépris, mon ami? Et en quoi ce malheur vous touchera-t-il? Non, Dieu merci, nous n'en sommes plus au temps où un injuste préjugé rendait les fils responsables des actions des pères. Repassez toute votre vie, Albert. Elle date d'hier, il est vrai. Mais jamais aurore d'un beau jour fut-elle plus pure que votre Orient? Non, Albert, croyez-moi, vous êtes jeune, vous êtes riche, quittez la France. Tout s'oublie vite dans cette grande Babylone à l'existence agitée et au goût changeant. Vous viendrez dans 3 ou 4 ans, vous aurez épousé quelque princesse russe et personne ne songera plus à ce qui s'est passé hier, à plus forte raison à ce qui s'est passé il y a 16 ans. Merci, mon cher Beauchamp, merci de l'excellente intention qui vous dicte vos paroles. Mais cela ne peut être ainsi. Je vous ai dit mon désir, et maintenant, s'il le faut, je changerai le mot désir en celui de volonté. Vous comprenez qu'intéressé comme je le suis dans cette affaire, je ne puis voir la chose du même point de vue que vous. Ce qui vous semble venir à vous d'une source céleste me semble venir à moi d'une source moins pure. La Providence me paraît, je vous l'avoue, fort étrangère à tout ceci, et cela heureusement, car au lieu de l'invisible et de l'impalpable messagère des récompenses et punitions célestes, je trouverai un être palpable et visible, sur lequel je me vengerai, oh oui, je vous le jure, de tout ce que je souffre depuis 1 mois. Maintenant, je vous le répète, Beauchamp, je tiens à rentrer dans la vie humaine et matérielle, et, si vous êtes encore mon ami comme vous le dites, aidez-moi à retrouver la main qui a porté le coup. Alors, soit, dit Beauchamp, et si vous tenez absolument à ce que je descende sur la terre, je le ferai. Si vous tenez à vous mettre à la recherche d'un ennemi, je m'y mettrai avec vous, et je le trouverai, car mon honneur est presque aussi intéressé que le vôtre à ce que nous le retrouvions. Eh bien, alors, Beauchamp, vous comprenez, à l'instant même, sans retard, commençons nos investigations. Chaque minute de retard est une éternité pour moi. Le dénonciateur n'est pas encore puni, il peut donc espérer qu'il ne le sera pas, et, sur mon honneur, s'il l'espère, il se trompe. Eh bien, écoutez-moi, Morcerf. Ah, Beauchamp, je vois que vous savez quelque chose. Tenez, vous me rendez la vie. Je ne dis pas que ce soit réalité, Albert, mais c'est au moins une lumière dans la nuit. En suivant cette lumière, peut-être nous conduira-t-elle au but. Dites, vous voyez bien que je boude d'impatience. Eh bien, je vais vous raconter ce que je n'ai pas voulu vous dire en revenant de Janina. Parlez. Voilà ce qui s'est passé, Albert. J'ai été tout naturellement chez le premier banquier de la ville pour prendre des informations. Au premier mot que j'ai dit de l'affaire, avant même que le nom de votre père eût été prononcé, « Ah, dit-il, très bien,
Je devine ce qui vous amène. Comment cela? Et pourquoi? Parce qu'il y a 15 jours à peine, j'ai été interrogé sur le même sujet. Par qui? Par un banquier de Paris, mon correspondant. Que vous nommez? Monsieur Danglars. Lui? S'écria Albert. En effet, c'est bien lui qui depuis si longtemps poursuit mon pauvre père de sa haine jalouse. Lui, l'homme prétendu populaire, qui ne peut pardonner au comte de Morcerf d'être pair de France. Et tenez, cette rupture de mariage sans raison donnée. Oui, c'est bien cela. Informez-vous, Albert, mais ne vous emportez pas d'avance. Informez-vous, vous dis-je, et si la chose est vraie... Oh oui, si la chose est vraie, s'écria le jeune homme, il me paiera tout ce que j'ai souffert. Prenez garde, Morcerf, c'est un homme déjà vieux. J'aurais égard à son âge, comme il a eu égard à l'honneur de ma famille. S'il en voulait à mon père, que ne frappait-il mon père? Oh non, il a eu peur de se trouver en face d'un homme. Albert, je ne vous condamne pas. Je ne fais que vous retenir. Albert, agissez prudemment. Oh, n'ayez pas peur. D'ailleurs, vous m'accompagnerez, Beauchamp. Les choses solennelles doivent être traitées devant témoins. Avant la fin de cette journée, si M. Danglars est le coupable, M. Danglars aura cessé de vivre, ou je serai mort. Pardieu, Beauchamp, je veux faire de belles funérailles à mon honneur. Eh bien, alors, quand de pareilles résolutions sont prises, Albert, il faut les mettre à exécution à l'instant même. Vous voulez aller chez M. Danglars? Partons. On envoya chercher un cabriolet de place. En entrant dans l'hôtel du banquier, on aperçut le phaéton et le domestique de M. Andrea Cavalcanti à la porte. « Ah, parbleu, voilà qui va bien, dit Albert avec une voix sombre. Si M. Danglars ne veut pas se battre avec moi, je lui tuerai son gendre. Cela doit se battre, un Cavalcanti. » On annonça le jeune homme au banquier, qui, au nom d'Albert, sachant ce qui s'était passé la veille, fit défendre sa porte. Mais il était trop tard. Il avait suivi le laquais. Il entendit l'ordre donné, força la porte et pénétra, suivi de Beauchamp, jusque dans le cabinet du banquier. « Mais, monsieur, s'écria celui-ci, n'est-on plus maître de recevoir chez soi qui l'on veut ou qui l'on ne veut pas? Il me semble que vous vous oubliez étrangement. »« Non, monsieur, dit froidement Albert, il y a des circonstances, et vous êtes dans une de celles-là, où il faut, sauf lâcheté. Je vous offre ce refuge. Être chez soi, pour certaines personnes, du moins. Alors, que me voulez-vous donc, monsieur? Je veux, dit Morcerf, s'approchant sans paraître faire attention à Cavalcanti qui était adossé à la cheminée. Je veux vous proposer un rendez-vous dans un coin écarté, où personne ne vous dérangera pendant 10 minutes. Je ne vous en demande pas davantage. Ou, des 2 hommes qui se sont rencontrés, il en restera un sous les feuilles. Danglars pâlit. Cavalcanti fit un mouvement. Albert se retourna vers le jeune homme. « Oh, mon Dieu, dit-il, venez si vous voulez, monsieur le comte. Vous avez le droit d'y être. Vous êtes presque de la famille. Et je donne de ces sorties de rendez-vous à autant de gens qu'il s'en trouvera pour les accepter. » Cavalcanti regarda d'un air stupéfait Danglars, lequel, faisant un effort, se leva et s'avança entre les 2 jeunes gens. L'attaque d'Albert à Andrea venait de le placer sur un autre terrain, et il espérait que la visite d'Albert avait une autre cause que celle qu'il lui avait supposée d'abord. « Ah ça, monsieur, dit-il à Albert, si vous venez ici chercher querelle à monsieur parce que je l'ai préféré à vous, je vous préviens que je ferai de cela une affaire de procureur du roi. »« Vous vous trompez, monsieur, dit Morcerf avec un sombre sourire. Je ne parle pas de mariage le moins du monde, et je ne m'adresse à monsieur Cavalcanti que parce qu'il m'a semblé avoir eu un instant l'intention d'intervenir dans notre discussion. Et puis, tenez, au reste, vous avez raison, dit-il. Je cherche aujourd'hui querelle à tout le monde. Mais soyez tranquille, monsieur Danglars. La priorité vous appartient. Monsieur, répondit Danglars, pâle de colère et de peur,
Je vous avertis que lorsque j'ai le malheur de rencontrer sur mon chemin un dogue enragé, je le tue et que, loin de me croire coupable, je pense avoir rendu un service à la société. Or, si vous êtes enragé et que vous tendiez à me mordre, je vous en préviens, je vous tuerai sans pitié. Tiens, est-ce ma faute, à moi, si votre père est déshonoré ? Oui, misérable, s'écria Morcerf. C'est ta faute. Danglars se fit un pas en arrière. Ma faute ? À moi ? dit-il. Mais vous êtes fou. Est-ce que je sais l'histoire grecque, moi ? Est-ce que j'ai voyagé dans tous ces pays-là ? Est-ce que c'est moi qui ai conseillé à votre père de vendre les châteaux de Janina ? De trahir ? Silence ! dit Albert d'une voix sourde. Non, ce n'est pas vous qui, directement, avez fait cet éclat et causé ce malheur, mais c'est vous qui l'avez hypocritement provoqué. Moi ? Oui, vous. D'où vient la révélation ? Mais il me semble que le journal vous l'a dit. De Janina, parbleu. Qui a écrit à Janina ? À Janina ? Oui. Qui a écrit pour demander des renseignements sur mon père ? Il me semble que tout le monde peut écrire à Janina. Une seule personne a écrit, cependant. Une seule ? Oui. Et cette personne, c'est vous. J'ai écrit, sans doute. Il me semble que lorsqu'on marie sa fille à un jeune homme, on peut prendre des renseignements sur la famille de ce jeune homme. C'est non seulement un droit, mais encore un devoir. Vous avez écrit, monsieur, dit Albert, sachant parfaitement la réponse qui vous viendrait. Moi ? Ah, je vous le jure bien, s'écria Danglars avec une confiance et une sécurité qui venaient encore moins de sa peur peut-être que de l'intérêt qu'il ressentait au fond pour le malheureux jeune homme. Je vous jure que jamais je n'eusse pensé à écrire à Janina. Est-ce que je connaissais la catastrophe d'Ali Pacha, moi ? Alors quelqu'un vous a donc poussé à écrire ? Certainement. On vous a poussé ? Oui. Qui cela ? Achevez ? Dites. Pardieu, rien de plus simple. Je parlais du passé de votre père. Je disais que la source de sa fortune était toujours restée obscure. La personne m'a demandé où votre père avait fait cette fortune. J'ai répondu « en Grèce ». Alors elle m'a dit « eh bien, écrivez à Janina ». Et qui vous a donné ce conseil ? Parbleu, le comte de Monte-Cristo, votre ami. Le comte de Monte-Cristo vous a dit d'écrire à Janina ? Oui, et j'ai écrit. Voulez-vous voir ma correspondance ? Je vous la montrerai. Albert et Beauchamp se regardèrent. « Monsieur, dit alors Beauchamp, qui n'avait point encore pris la parole, il me semble que vous accusez le comte, qui est absent de Paris et qui ne peut se justifier en ce moment. »« Je n'accuse personne, monsieur, dit Danglars. Je raconte, et je répéterai devant monsieur le comte de Monte-Cristo ce que je viens de dire devant vous. »« Et le comte sait quelle réponse vous avez reçue ? » Je la lui ai montrée. Savait-il que le nom de baptême de mon père était Fernand et que son nom de famille était Mondego ? Oui, je le lui avais dit depuis longtemps. Au surplus, je n'avais fait là-dedans que ce que tout autre eût fait à ma place, et même peut-être beaucoup moins. Quand, le lendemain de cette réponse, poussée par monsieur de Monte-Cristo, votre père est venu me demander ma fille officiellement, comme cela se fait quand on veut en finir, j'ai refusé. J'ai refusé net, c'est vrai, mais sans explication, sans éclat. En effet, pourquoi aurais-je fait un éclat ? En quoi l'honneur et le déshonneur de monsieur de Morcerf m'importent-ils ? Cela ne faisait ni hausser ni baisser la rente. Albert sentit la rougeur lui monter au front. Il n'y avait plus de doute. Danglars se défendait avec la bassesse, mais avec l'assurance d'un homme qui dit, sinon toute la vérité, du moins une partie de la vérité. Non point par conscience, il est vrai, mais par terreur. D'ailleurs, que cherchait Morcerf ? Ce n'était pas le plus ou moins de culpabilité de Danglars ou de Monte-Cristo, c'était un homme qui répondit de l'offense légère ou grave, c'était un homme qui se battit, et il était évident que Danglars ne se battrait pas. Et puis, chacune des choses oubliées ou inaperçues redevenait visible à ses yeux ou présente à son souvenir. Monte-Cristo savait tout, puisqu'il avait acheté la fille d'Ali Pacha,
Or, sachant tout, il avait conseillé à Danglars d'écrire à Janina. Cette réponse connue, il avait accédé au désir manifesté par Albert d'être présenté à Haydée. Une fois devant elle, il avait laissé l'entretien tomber sur la mort d'Ali, ne s'opposant pas au récit d'Haydée, mais ayant sans doute donné à la jeune fille, dans les quelques mots romaïques qu'il avait prononcés, des instructions qui n'avaient point permis à Morcerf de reconnaître son père. D'ailleurs, n'avait-il pas prié Morcerf de ne pas prononcer le nom de son père devant Haydée ? Enfin, il avait mené Albert en Normandie au moment où il savait que le grand éclat devait se faire. Il n'y avait pas à en douter. Tout cela était un calcul, et, sans aucun doute, Monte Cristo s'entendait avec les ennemis de son père. Albert prit Beauchamp dans un coin et lui communiqua toutes ses idées. « Vous avez raison, dit celui-ci. Monsieur Danglars n'est, dans ce qui est arrivé, que pour la partie brutale et matérielle. C'est à monsieur de Monte Cristo que vous devez demander une explication. » Albert se retourna. « Monsieur, dit-il à Danglars, vous comprenez que je ne prends pas encore de vous un congé définitif. Il me reste à savoir si vos inculpations sont justes, et je vais de ce pas m'en assurer chez monsieur le comte de Monte Cristo. » Et, saluant le banquier, il sortit avec Beauchamp sans paraître autrement s'occuper de Cavalcanti. Danglars les reconduisit jusqu'à la porte et, à la porte, renouvela à Albert l'assurance qu'aucun motif de haine personnelle ne l'animait contre monsieur le comte de Morcerf. Chapitre 88. L'insulte. À la porte du banquier, Beauchamp arrêta Morcerf. « Écoutez, lui dit-il, tout à l'heure je vous ai dit, chez monsieur Danglars, que c'était à monsieur de Monte Cristo que vous deviez demander une explication. »« Oui, et nous allons chez lui. » »« Un instant, Morcerf. Avant d'aller chez le comte, réfléchissez. »« À quoi voulez-vous que je réfléchisse ? » ?»« À la gravité de la démarche. » »« Est-elle plus grave que d'aller chez monsieur Danglars ? » ?»« Oui. Monsieur Danglars était un homme d'argent, et vous le savez, les hommes d'argent savent trop le capital qu'ils risquent pour se battre facilement. L'autre, au contraire, est un gentilhomme, en apparence du moins. Mais ne craignez-vous pas, sous le gentilhomme, de rencontrer le bravo ? Je ne crains qu'une chose, c'est de trouver un homme qui ne se batte pas. Oh, soyez tranquille, dit Beauchamp, celui-là se battra. J'ai même peur d'une chose, c'est qu'il ne se batte trop bien. Prenez garde. Ami, dit Morcerf avec un beau sourire, c'est ce que je demande. Et ce qui peut m'arriver de plus heureux, c'est d'être tué pour mon père. Cela nous sauvera tous. Votre mère en mourra. Pauvre mère, dit Albert en passant la main sur ses yeux. Je le sais bien, mais mieux vaut qu'elle meure de cela que de mourir de honte. Vous êtes bien décidé, Albert ? Oui. Allez donc, mais croyez-vous que nous le trouvions ? Il devait revenir quelques heures après moi, et certainement il y sera revenu. Ils montèrent et se firent conduire avenue des Champs-Élysées, numéro 30. Beauchamp voulait descendre seul, mais Albert lui fit observer que cette affaire, sortant des règles ordinaires, lui permettait de s'écarter de l'étiquette du duel. Le jeune homme agissait dans tout ceci pour une cause si sainte que Beauchamp n'avait autre chose à faire qu'à se prêter à toutes ses volontés. Il céda donc à Morcerf et se contenta de le suivre. Albert ne fit qu'un bond de la loge du concierge au perron. Ce fut Baptistin qui le reçut. Le comte venait d'arriver, effectivement, mais il était au bain et avait défendu de recevoir qui que ce fût au monde. « Mais après le bain, demanda Morcerf, monsieur dînera, et après le dîner, monsieur dormira 1 heure. Ensuite, il ira à l'opéra. »« Vous en êtes sûr ? demanda Albert. « Parfaitement sûr. Monsieur a commandé ses chevaux pour 8 heures précises. »« Fort bien, répliqua Albert. Voilà tout ce que je voulais savoir. » Puis, se retournant vers Beauchamp, « Si vous avez quelque chose à faire, Beauchamp, faites-le tout de suite. Si vous avez rendez-vous ce soir, remettez-le à demain. Vous comprenez que je compte sur vous pour aller à l'opéra. Si vous le pouvez, amenez-moi à Château-Renaud. » Beauchamp profita de la permission et quitta Albert après lui avoir promis de le venir prendre à 8h moins un quart.
Rentré chez lui, Albert prévint Franz, Debray et Morel du désir qu'il avait de les voir le soir même à l'opéra. Puis il alla visiter sa mère, qui, depuis les événements de la veille, avait fait défendre sa porte et gardait la chambre. Il la trouva au lit, écrasée par la douleur de cette humiliation publique. La vue d'Albert produisit sur Mercédès l'effet qu'on en pouvait attendre. Elle serra la main de son fils et éclata en sanglots. Cependant ses larmes la soulagèrent. Albert demeura un instant debout et muet près du visage de sa mère. On voyait à sa mine pâle et à ses sourcils froncés que sa résolution de vengeance s'émoussait de plus en plus dans son cœur. « Ma mère, demanda Albert, est-ce que vous connaissez quelque ennemi à monsieur de Morcerf ?» Mercédès tressaillit. Elle avait remarqué que le jeune homme n'avait pas dit « à mon père ». « Mon ami, dit-elle, les gens dans la position du comte ont beaucoup d'ennemis qu'ils ne connaissent point. D'ailleurs, les ennemis qu'on connaît ne sont point, vous le savez, les plus dangereux. Oui, je sais cela. Aussi, j'en appelle à toute votre perspicacité. Ma mère, vous êtes une femme si supérieure que rien ne vous échappe à vous. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que vous aviez remarqué, par exemple, que le soir du bal que nous avons donné, M. de Monte Cristo n'avait rien voulu prendre chez nous. Mercédès se soulevant toute tremblante sur son bras brûlé par la fièvre. « Monsieur de Monte Cristo » s'écria-t-elle. « Et quel rapport cela aurait-il avec la question que vous me faites ? Vous le savez, ma mère, M. de Monte Cristo est presque un homme d'Orient. Et les Orientaux, pour conserver toute liberté de vengeance, ne mangent ni ne boivent jamais chez leurs ennemis. »« Monsieur de Monte Cristo, notre ennemi, dites-vous, Albert ?» reprit Mercédès en devenant plus pâle que le drap qui la couvrait. « Qui vous a dit cela ? Pourquoi ? Vous êtes fou, Albert. Monsieur de Monte Cristo n'a eu pour nous que des politesses. Monsieur de Monte Cristo vous a sauvé la vie, c'est vous-même qui nous l'avez présenté. Oh, je vous en prie, mon fils, si vous aviez une pareille idée, écartez-la, et si j'ai une recommandation à vous faire, je dirai plus. Si j'ai une prière à vous adresser, tenez-vous bien avec lui. »« Ma mère, » répliqua le jeune homme avec un sombre regard, « vous avez vos raisons pour me dire de ménager cet homme. »« Moi ?» s'écria Mercédès, rougissant avec la même rapidité qu'elle avait pâli, et redevenant presque aussitôt plus pâle encore qu'auparavant. « Oui, sans doute, et cette raison, n'est-ce pas, reprit Albert, et que cet homme ne peut nous faire du mal ?» Mercédès frissonna, et attachant sur son fils un regard scrutateur, « Vous me parlez étrangement, dit-elle à Albert, et vous avez de singulières préventions, ce me semble. Que vous a donc fait le comte ? Il y a 3 jours, vous étiez avec lui en Normandie. Il y a 3 jours, je le regardais et vous le regardiez vous-même comme votre meilleur ami. » Un sourire ironique effleura les lèvres d'Albert. Mercédès vit ce sourire, et, avec son double instinct de femme et de mère, elle devina tout. Mais, prudente et forte, elle cacha son trouble et ses frémissements. Albert laissa tomber la conversation. Au bout d'un instant, la comtesse la renoua. « Vous veniez me demander comment j'allais, dit-elle. Je vous répondrai franchement, mon ami, que je ne me sens pas bien. Vous devriez vous installer ici, Albert. Vous me tiendriez compagnie. J'ai besoin de n'être pas seul. »« Ma mère, dit le jeune homme, je serai à vos ordres, et vous savez avec quel bonheur, si une affaire pressée et importante ne me forçait à vous quitter toute la soirée. »« Ah, fort bien, répondit Mercédès avec un soupir. Allez, Albert, je ne veux point vous rendre esclave de votre piété filiale. » Albert fit semblant de ne point entendre, salua sa mère et sortit. À peine le jeune homme eut-il refermé la porte que Mercédès fit appeler un domestique de confiance et lui ordonna de suivre Albert partout où il irait dans la soirée et de lui en venir rendre compte à l'instant même. Puis elle sonna sa femme de chambre et, si faible qu'elle fût, se fit habiller pour être prête à tout événement. La mission donnée au laquais n'était pas difficile à exécuter.
Albert rentra chez lui et s'habilla avec une sorte de recherche sévère. À 8h moins 10 minutes, Beauchamp arriva. Il avait vu Château Renaud, lequel avait promis de se trouver à l'orchestre avant le lever du rideau. Tous deux montèrent dans le coupé d'Albert, qui, n'ayant aucune raison de cacher où il allait, dit tout haut « À l'opéra !» Dans son impatience, il avait devancé le lever du rideau. Château Renaud était à sa stalle. Prévenu de tout par Beauchamp, Albert n'avait aucune explication à lui donner. La conduite de ce fils, cherchant à venger son père, était si simple que Château Renaud ne tenta en rien de le dissuader et se contenta de lui renouveler l'assurance qu'il était à sa disposition. Debray n'était pas encore arrivé, mais Albert savait qu'il manquait rarement une représentation de l'opéra. Albert erra dans le théâtre jusqu'au lever du rideau. Il espérait rencontrer Monte Cristo soit dans le couloir, soit dans l'escalier. La sonnette l'appela à sa place, et il vint s'asseoir à l'orchestre entre Château Renaud et Beauchamp. Mais ses yeux ne quittaient pas cette loge d'entre colonnes qui, pendant tout le premier acte, semblait s'obstiner à rester fermée. Enfin, comme Albert, pour la 100e fois, interrogeait sa montre, au commencement du deuxième acte, la porte de la loge s'ouvrit, et Monte Cristo, vêtu de noir, entra et s'appuya à la rampe pour regarder dans la salle. Morel le suivait, cherchant des yeux sa sœur et son beau-frère. Il les aperçut dans une loge du second rang et leur fit signe. Le comte, en jetant son coup d'œil circulaire dans la salle, aperçut une tête pâle et des yeux étincelants qui semblaient attirer avidement ses regards. Il reconnut bien Albert, mais l'expression qu'il remarqua sur ce visage bouleversé lui conseilla sans doute de ne point l'avoir remarqué. Sans faire donc aucun mouvement qui décelât sa pensée, il s'assit, tira sa jumelle de son étui et lorgna d'un autre côté. Mais, sans paraître voir Albert, le comte ne le perdait pas de vue, et, lorsque la toile tomba sur la fin du second acte, son coup d'œil infaillible et sûr suivit le jeune homme sortant de l'orchestre et accompagné de ses deux amis. Puis, la même tête reparut au carreau d'une première loge en face de la sienne. Le comte sentait venir à lui la tempête, et lorsqu'il entendit la clef tourner dans la serrure de sa loge, quoiqu'il parlât en ce moment même à Morel, avec son visage le plus riant, le comte savait à quoi s'en tenir, et il s'était préparé à tout. La porte s'ouvrit. Seulement alors, Monte Cristo se retourna et aperçut Albert. Livide et tremblant, derrière lui étaient Beauchamp et Château Renaud. « Tiens !» s'écria-t-il avec cette bienveillante politesse qui distinguait d'habitude son salut des banales civilités du monde. « Voilà mon cavalier arrivé au but. Bonsoir, monsieur de Morcerf. » Et le visage de cet homme, si singulièrement maître de lui-même, exprimait la plus parfaite cordialité. Morel alors se rappela seulement la lettre qu'il avait reçue du vicomte et dans laquelle, sans autre explication, celui-ci le priait de se trouver à l'opéra, et il comprit qu'il allait se passer quelque chose de terrible. « Nous ne venons point ici pour échanger d'hypocrites politesses ou de faux semblants d'amitié, » dit le jeune homme. « Nous venons vous demander une explication, monsieur le comte. » La voix tremblante du jeune homme avait peine à passer entre ses dents serrées. « Une explication à l'opéra ?» dit le comte, avec ce ton si calme et avec ce coup d'œil si pénétrant qu'on reconnaît à ce double caractère l'homme éternellement sûr de lui-même. « Si peu familier que je sois avec les habitudes parisiennes, je n'aurais pas cru, monsieur, que ce fût là que les explications se demandaient. Cependant, lorsque les gens se font celer, dit Albert, lorsqu'on ne peut pénétrer jusqu'à eux sous prétexte qu'ils sont au bain, à table ou au lit, il faut bien s'adresser là où on les rencontre. Je ne suis pas difficile à rencontrer, dit Monte Cristo, car hier encore, monsieur, si j'ai bonne mémoire, vous étiez chez moi. Hier, monsieur, dit le jeune homme, dont la tête s'embarrassait, j'étais chez vous parce que j'ignorais qui vous étiez. Et en prononçant ces paroles, Albert avait élevé la voix de manière à ce que les personnes placées dans les loges voisines l'entendissent, ainsi que celles qui passaient dans le couloir. Aussi, les personnes des loges se retournèrent-elles, et celles du couloir
s'arrêtèrent-elles derrière Beauchamp et Château-Renaud au bruit de cette altercation. « D'où sortez-vous donc, monsieur ?» dit Monte Cristo sans la moindre émotion apparente. « Vous ne semblez pas jouir de votre bon sens. »« Pourvu que je comprenne vos perfidies, monsieur, et que je parvienne à vous faire comprendre que je veux m'en venger, je serai toujours assez raisonnable, dit Albert furieux. Monsieur, je ne vous comprends point, répliqua Monte Cristo, et quand même je vous comprendrais, vous n'en parleriez encore que trop haut. Je suis ici chez moi, monsieur, et moi seul ai le droit d'y élever la voix au-dessus des autres. Sortez, monsieur. Et Monte Cristo montra la porte à Albert avec un geste admirable de commandement. Ah, je vous en ferai bien sortir de chez vous, reprit Albert en froissant dans ses mains convulsives son gant, que le comte ne perdait pas de vue. Bien, bien, dit flegmatiquement Monte Cristo. Vous me cherchez querelle, monsieur, je vois cela. Mais un conseil, vicomte, et retenez-le bien. C'est une coutume mauvaise que de faire du bruit en provoquant. Le bruit ne va pas à tout le monde, monsieur de Morcerf. À ce nom, un murmure d'étonnement passa comme un frisson parmi les auditeurs de cette scène. Depuis la veille, le nom de Morcerf était dans toutes les bouches. Albert, mieux que tous, et le premier de tous, comprit l'allusion et fit un geste pour lancer son gant au visage du comte. Mais Morel lui saisit le poignet, tandis que Beauchamp et Château-Renaud, craignant que la scène ne dépassât la limite d'une provocation, le retenaient par derrière. Mais Monte Cristo, sans se lever, en inclinant sa chaise, étendit la main seulement, et saisissant entre les doigts crispés du jeune homme le gant humide et écrasé, « Monsieur, dit-il avec un accent terrible, je tiens votre gant pour jeter, et je vous l'enverrai rouler autour d'une balle. Maintenant, sortez de chez moi, ou j'appelle mes domestiques, et je vous fais jeter à la porte. » Ivre, effaré, les yeux sanglants, Albert fit 2 pas en arrière. Morel en profita pour refermer la porte. Monte Cristo reprit sa jumelle et se remit à lorgner, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer. Cet homme avait un cœur de bronze et un visage de marbre. Morel se pencha à son oreille. « Que lui avez-vous fait ?» dit-il. « Moi ? Rien. Personnellement, du moins, dit Monte Cristo. Cependant, cette scène étrange doit avoir une cause. L'aventure du comte de Morcerf exaspère le malheureux jeune homme. Y êtes-vous pour quelque chose ? C'est par Haydée que la chambre a été instruite de la trahison de son père. En effet, dit Morel, on m'a dit, mais je n'avais pas voulu le croire, que cette esclave grecque que j'ai vue avec vous ici, dans cette loge même, était la fille d'Ali-Pacha. C'est la vérité, cependant. Oh, mon Dieu, dit Morel, je comprends tout alors, et cette scène était préméditée. Comment cela ? Oui, Albert m'a écrit de me trouver ce soir à l'opéra. C'était pour me rendre témoin de l'insulte qu'il voulait vous faire. Probablement, dit Monte Cristo avec son imperturbable tranquillité. Mais que ferez-vous de lui ? De qui ? D'Albert ? D'Albert, reprit Monte Cristo du même ton. Ce que j'en ferai, Maximilien ? Aussi vrai que vous êtes ici et que je vous serre la main, je le tuerai demain avant 10 heures du matin. Voilà ce que j'en ferai. Morel, à son tour, prit la main de Monte Cristo dans les 2 siennes, et il frémit en sentant cette main froide et calme. « Ah, comte, dit-il, son père l'aime tant. Ne me dites pas ces choses-là, s'écria Monte Cristo avec le premier mouvement de colère qui lui parut éprouvé. Je le ferai souffrir. Morel, stupéfait, laissa tomber la main de Monte Cristo. Comte, comte, dit-il. Cher Maximilien, interrompit le comte. Écoutez de quelle adorable façon Dupré chante cette phrase. Ô Mathilde, idole de mon âme. Tenez, j'ai deviné le premier Dupré à Naples, et j'ai applaudi le premier. Bravo, bravo. Morel comprit qu'il n'y avait plus rien à dire, et il attendit.
La toile, qui s'était levée à la fin de la scène d'Albert, retomba presque aussitôt. On frappa à la porte. « Entrez !» dit Monte Cristo, sans que sa voix décelât la moindre émotion. Beauchamp parut. « Bonsoir, monsieur Beauchamp, dit Monte Cristo, comme s'il voyait le journaliste pour la première fois de la soirée. Asseyez-vous donc. Beauchamp salua, entra et s'assit. Monsieur, dit-il à Monte Cristo, j'accompagnais tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, monsieur de Morcerf. Ce qui veut dire, reprit Monte Cristo en riant, que vous venez probablement de dîner ensemble. Je suis heureux de voir, monsieur Beauchamp, que vous êtes plus sobre que lui. Monsieur, dit Beauchamp, Albert a eu, j'en conviens, le tort de s'emporter, et je viens, pour mon propre compte, vous faire des excuses. Maintenant que mes excuses sont faites, les miennes, entendez-vous, monsieur le comte, je viens vous dire que je vous crois trop galant homme pour refuser de me donner quelque explication au sujet de vos relations avec les gens de Janina. Puis j'ajouterai 2 mots sur cette jeune grecque. Monte Cristo fit de la lèvre et des yeux un petit geste qui commandait le silence. « Allons, ajouta-t-il en riant, voilà toutes mes espérances détruites. »« Comment cela ?» demanda Beauchamp. « Sans doute, vous vous empressez de me faire une réputation d'excentricité. Je suis, selon vous, un Lara, un Manfred, un Lord Ruthwen. Mais, le moment de me voir excentrique passé, vous gâtez votre type, vous essayez de faire de moi un homme banal. Vous me voulez commun, vulgaire. Vous me demandez des explications, enfin. Allons donc, monsieur Beauchamp, vous voulez rire. Cependant, reprit Beauchamp avec hauteur, il est des occasions où la probité commande. Monsieur Beauchamp, interrompit l'homme étrange, ce qui commande à monsieur le comte de Monte Cristo, c'est monsieur le comte de Monte Cristo. Ainsi donc, pas un mot de tout cela, s'il vous plaît. Je fais ce que je veux, monsieur Beauchamp, et croyez-moi, c'est toujours fort bien fait. Monsieur, répondit le jeune homme, on ne paye pas d'honnêtes gens avec cette monnaie. Il faut des garanties à l'honneur. Monsieur, je suis une garantie vivante, reprit Monte Cristo impassible, mais dont les yeux s'enflammaient d'éclairs menaçants. Nous avons tous deux dans les veines du sang que nous avons envie de verser. Voilà notre garantie mutuelle. Reportez cette réponse au vicomte et dites-lui que demain, avant 10 heures, j'aurai vu la couleur du sien. Il ne me reste donc, dit Beauchamp, qu'à fixer les arrangements du combat. Cela m'est parfaitement indifférent, monsieur, dit le comte de Monte Cristo. Il était donc inutile de venir me déranger au spectacle pour si peu de choses. En France, on se bat à l'épée ou au pistolet. Aux colonies, on prend la carabine. En Arabie, on a le poignard. Dites à votre client que, quoique insulté, pour être excentrique jusqu'au bout, je lui laisse le choix des armes, et que j'accepterai tout, sans discussion, sans conteste. Tout, entendez-vous bien? Tout, même le combat par voie du sort, ce qui est toujours stupide. Mais moi, c'est autre chose. Je suis sûr de gagner. Sûr de gagner, répéta Beauchamp en regardant le comte d'un œil effaré. Eh, certainement, dit Monte Cristo en haussant légèrement les épaules. Sans cela, je ne me battrai pas avec monsieur de Morcerf. Je le tuerai, il le faut, cela sera. Seulement, par un mot ce soir chez moi, indiquez-moi l'arme et l'heure. Je n'aime pas à me faire attendre. Au pistolet à 8 heures du matin, au bois de Vincennes, dit Beauchamp, décontenancé, ne sachant pas s'il avait affaire à un fanfaron outrecuidant ou à un être surnaturel. « C'est bien, monsieur, dit Monte Cristo. Maintenant que tout est réglé, laissez-moi entendre le spectacle, je vous prie, et dites à votre ami Albert de ne pas revenir ce soir. Il se ferait tort avec toutes ces brutalités de mauvais goût. Qu'il rentre et qu'il dorme. » Beauchamp sortit tout étonné. « Maintenant, dit Monte Cristo en se retournant vers Morel, je compte sur vous, n'est-ce pas ? » « Certainement, dit Morel, et vous pouvez disposer de moi, comte. Cependant... » « Quoi ? Il serait important, comte, que je connusse la véritable cause. C'est-à-dire que vous me refusez ? » « La véritable cause, Morel, dit le comte. Ce jeune homme lui-même marche en aveugle et ne la connaît pas. La véritable cause, elle n'est connue que de moi et de Dieu. Mais je vous donne ma parole d'honneur, Morel.
que Dieu qui la connaît sera pour nous. Cela suffit, comte, dit Morel. Quel est votre second témoin? Je ne connais personne à Paris à qui je veuille faire cet honneur, que vous, Morel, et votre beau-frère Emmanuel. Croyez-vous qu'Emmanuel veuille me rendre ce service? Je vous réponds de lui comme de moi, comte. Bien, c'est tout ce qu'il me faut. Demain, à 7 heures du matin chez moi, n'est-ce pas? Nous y serons. Chut, voici la toile qui se lève. Écoutons. J'ai l'habitude de ne pas perdre une note de cet opéra. C'est une si adorable musique que celle de Guillaume Tell. Chapitre 89. La nuit. Monsieur de Monte Cristo attendit, selon son habitude, que Dupré eût chanté son fameux « Suivez-moi », et alors seulement il se leva et sortit. À la porte, Morel le quitta en renouvelant la promesse d'être chez lui avec Emmanuel le lendemain matin à 7 heures précises. Puis il monta dans son coupé, toujours calme et souriant. 5 minutes après, il était chez lui. Seulement, il eût fallu ne pas connaître le comte pour se laisser tromper à l'expression avec laquelle il dit en entrant à Ali « Ali, mes pistolets à crosse d'ivoire !» Ali apporta la boîte à son maître, et celui-ci se mit à examiner ses armes avec une sollicitude bien naturelle à un homme qui va confier sa vie à un peu de fer et de plomb. C'étaient des pistolets particuliers que Monte Cristo avait fait faire pour tirer à la cible dans ses appartements. Une capsule suffisait pour chasser la balle, et de la chambre à côté, on n'aurait pas pu se douter que le comte, comme on dit en termes de tir, était occupé à s'entretenir la main. Il en était à emboîter l'arme dans sa main et à chercher le point de mire sur une petite plaque de tôle qui lui servait de cible, lorsque la porte de son cabinet s'ouvrit et que Baptistin entra. Mais, avant même qu'il eût ouvert la bouche, le comte aperçut dans la porte, demeurée ouverte, une femme voilée, debout, dans la pénombre de la pièce voisine, et qui avait suivi Baptistin. Elle avait aperçu le comte, le pistolet à la main. Elle voyait 2 épées sur une table. Elle s'élança. Baptistin consultait son maître du regard. Le comte fit un signe. Baptistin sortit et referma la porte derrière lui. « Qui êtes-vous, madame ?» dit le comte à la femme voilée. L'inconnue jeta un regard autour d'elle pour s'assurer qu'elle était bien seule, puis, s'inclinant comme si elle eût voulu s'agenouiller et joignant les mains avec l'accent du désespoir, « Edmond, dit-elle, vous ne tuerez pas mon fils !» Le comte fit un pas en arrière, jeta un faible cri et laissa tomber l'arme qu'il tenait. « Quel nom avez-vous prononcé, là, madame de Morcerf ?» dit-il. « Le vôtre !» s'écria-t-elle en rejetant son voile. « Le vôtre que seul, peut-être, je n'ai pas oublié. Edmond, ce n'est pas madame de Morcerf qui vient à vous, c'est Mercédès. »« Mercédès est morte, madame, » dit Monte Cristo, « et je ne connais plus personne de ce nom. »« Mercédès vit, monsieur, et Mercédès se souvient, car seule elle vous a reconnu lorsqu'elle vous a vu, et même sans vous voir, à votre voix, Edmond, au seul accent de votre voix. Et depuis ce temps, elle vous suit pas à pas, elle vous surveille, elle vous redoute, et elle n'a pas eu besoin, elle, de chercher la main d'où partait le coup qui frappait monsieur de Morcerf. »« Fernand, voulez-vous dire, madame, reprit Monte Cristo avec une ironie amère. Puisque nous sommes en train de nous rappeler nos noms, rappelons-nous-les tous. » Et Monte Cristo avait prononcé ce nom de Fernand avec une telle expression de haine que Mercédès sentit le frisson de l'effroi courir par tout son corps. « Vous voyez bien, Edmond, que je ne me suis pas trompée, » s'écria Mercédès, « et que j'ai raison de vous dire « Épargnez mon fils !»« Et qui vous a dit, madame, que j'en voulais à votre fils ?»« Personne, mon Dieu, mais une mère est douée de la double vue. J'ai tout deviné. Je l'ai suivi ce soir à l'opéra, et, caché dans une baignoire, j'ai tout vu. » « Alors, si vous avez tout vu, madame, vous avez vu que le fils de Fernand m'a insulté publiquement, » dit Monte Cristo avec un calme terrible. « Oh, par pitié !»« Vous avez vu, » continua le comte, « qu'il m'eût jeté son gant à la figure si un de mes amis, monsieur Morel, ne lui eût arrêté le bras.
Écoutez-moi, mon fils vous a deviné aussi, lui. Il vous attribue les malheurs qui frappent son père. Madame, dit Monte Cristo, vous confondez. Ce ne sont point des malheurs, c'est un châtiment. Ce n'est pas moi qui frappe monsieur de Morcerf, c'est la Providence qui le punit. Et pourquoi vous substituez-vous à la Providence? S'écria Mercédès. Pourquoi vous souvenez-vous quand elle oublie? Que vous importe à vous, Edmond, Janina et son vizir? Quel tort vous a fait Fernand Mondego en trahissant Ali Tebelin? Aussi, madame, répondit Monte Cristo, tout ceci est-il une affaire entre le capitaine Franc et la fille de Vasiliki? Cela ne me regarde point, vous avez raison, et si j'ai juré de me venger, ce n'est ni du capitaine Franc, ni du comte de Morcerf, c'est du pêcheur Fernand, mari de la Catalane Mercédès. Ah, monsieur, s'écria la comtesse, quelle terrible vengeance pour une faute que la fatalité m'a fait commettre! Car la coupable, c'est moi, Edmond, et si vous avez à vous venger de quelqu'un, c'est de moi, qui ai manqué de force contre votre absence et mon isolement. Mais, s'écria Monte Cristo, pourquoi étais-je absent? Pourquoi étiez-vous isolé? Parce qu'on vous a arrêté, Edmond, parce que vous étiez prisonnier. Et pourquoi étais-je arrêté? Pourquoi étais-je prisonnier? Je l'ignore, dit Mercédès. Oui, vous l'ignorez, madame. Je l'espère, du moins. Eh bien, je vais vous le dire, moi. J'étais arrêté, j'étais prisonnier, parce que sous la tonnelle de la réserve, la veille même du jour où je devais vous épouser, un homme, nommé Danglars, avait écrit cette lettre que le pêcheur Fernand se chargea lui-même de mettre à la poste. Et Monte Cristo, allant à un secrétaire, ouvrit un tiroir où il prit un papier qui avait perdu sa couleur première et dont l'encre était devenue couleur de rouille, qu'il mit sous les yeux de Mercédès. C'était la lettre de Danglars au procureur du roi que, le jour où il avait payé les 200 000 francs à M. de Beauville, le comte de Monte Cristo, déguisé en mandataire de la maison Thomson et French, avait soustraite au dossier d'Edmond Dantès. Mercédès lut avec effroi les lignes suivantes. Monsieur le procureur du roi est prévenu, par un ami du trône et de la religion, que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferrajo, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et, par l'usurpateur, d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de ce crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre, ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine, à bord du Pharaon. « Oh, mon Dieu !» fit Mercédès en passant la main sur son front mouillé de sueur. « Et cette lettre ?» « Je l'ai achetée 200 000 francs, madame, » dit Monte Cristo. « Mais c'est bon marché encore, puisqu'elle me permet aujourd'hui de me disculper à vos yeux. »« Et le résultat de cette lettre ?» Vous le savez, madame, a été mon arrestation. Mais ce que vous ne savez pas, madame, c'est le temps qu'elle a duré, cette arrestation. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis resté 14 ans à un quart de lieue de vous, dans un cachot du château d'If. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque jour de ces 14 ans, j'ai renouvelé le vœu de vengeance que j'avais fait le premier jour, et cependant j'ignorais que vous aviez épousé Fernand, mon dénonciateur, et que mon père était mort, et mort de faim. « Juste Dieu !» s'écria Mercédès chancelante. Mais voilà ce que j'ai su en sortant de prison, 14 ans après y être entré, et voilà ce qui fait que, sur Mercédès vivante et sur mon père mort, j'ai juré de me venger de Fernand, et je me venge. « Et vous êtes sûre que le malheureux Fernand a fait cela ?»« Sur mon âme, madame, et il l'a fait comme je vous le dis. D'ailleurs, ce n'est pas beaucoup plus odieux que d'avoir, français d'adoption, passé aux Anglais. Espagnol de naissance, avoir combattu contre les Espagnols. Stipendiaire d'Ali, trahi et assassiné Ali. En face de pareilles choses, qu'était-ce que la lettre que vous venez de lire? Une mystification galante que doit pardonner, je l'avoue et le comprends, la femme qui a épousé cet homme, mais que je ne pardonne pas l'amant qui devait l'épouser. Eh bien, les Français ne sont pas vengés du traître, les Espagnols n'ont pas fusillé le traître. Ali, couché dans sa tombe, a laissé impuni le traître. Mais moi, trahi,
assassiné, jeté aussi dans une tombe. Je suis sorti de cette tombe par la grâce de Dieu. Je dois à Dieu de me venger. Il m'envoie pour cela, et me voici. » La pauvre femme laissa retomber sa tête entre ses mains. Ses jambes plièrent sous elle, et elle tomba à genoux. « Pardonnez, Edmond, » dit-elle. « Pardonnez pour moi, qui vous aime encore. » La dignité de l'épouse arrêta l'élan de l'amante et de la mère. Son front s'inclina presque à toucher le tapis. Le comte s'élança au-devant d'elle et la releva. Alors, assise sur un fauteuil, elle put, à travers ses larmes, regarder le mâle visage de Monte Cristo, sur lequel la douleur et la haine imprimaient encore un caractère menaçant. « Que je n'écrase pas cette race maudite, » murmura-t-il. « Que je désobéisse à Dieu qui m'a suscité pour sa punition. Impossible, madame, impossible. » « Edmond, » dit la pauvre mère, essayant de tous les moyens. « Mon Dieu, quand je vous appelle Edmond, pourquoi ne m'appelez-vous pas Mercédès ?»« Mercédès, » répéta Monte Cristo. « Mercédès. Eh bien, oui, vous avez raison. Ce nom m'est doux encore à prononcer. Et voilà la première fois depuis bien longtemps qu'il retentit si clairement au sortir de mes lèvres. Oh, Mercédès, votre nom, je l'ai prononcé avec les soupirs de la mélancolie, avec les gémissements de la douleur, avec le râle du désespoir. Je l'ai prononcé, glacé par le froid, accroupi sur la paille de mon cachot. Je l'ai prononcé, dévoré par la chaleur, en me roulant sur les dalles de ma prison. Mercédès, il faut que je me venge, car 14 ans j'ai souffert, 14 ans j'ai pleuré, j'ai maudit. Maintenant, je vous le dis, Mercédès, il faut que je me venge. » Et le comte, tremblant de céder aux prières de celle qu'il avait tant aimée, appelait ses souvenirs au secours de sa haine. « Vengez-vous, Edmond !» s'écria la pauvre mère. « Mais vengez-vous sur les coupables. Vengez-vous sur lui, vengez-vous sur moi, mais ne vous vengez pas sur mon fils. »« Il est écrit dans le livre saint, » répondit Monte Cristo. « Les fautes des pères retomberont sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Puisque Dieu a dicté ses propres paroles à son prophète, pourquoi serais-je meilleur que Dieu ? » « Parce que Dieu a le temps et l'éternité, ces deux choses qui échappent aux hommes. » Monte Cristo poussa un soupir qui ressemblait à un rugissement et saisit ses beaux cheveux à pleines mains. « Edmond, » continua Mercédès, les bras tendus vers le comte. « Edmond, depuis que je vous connais, j'ai adoré votre nom, j'ai respecté votre mémoire. Edmond, mon ami, ne me forcez pas à tenir cette image noble et pure, reflétée sans cesse dans le miroir de mon cœur. Edmond, si vous saviez toutes les prières que j'ai adressées pour vous à Dieu, tant que je vous ai espéré vivant, et depuis que je vous ai cru mort, oui, mort, hélas. Je croyais votre cadavre enseveli au fond de quelque sombre tour. Je croyais votre corps précipité au fond de quelqu'un de ces abîmes où les geôliers laissent rouler les prisonniers morts, et je pleurais. Moi, que pouvais-je pour vous, Edmond, sinon prier ou pleurer ? Écoutez-moi. Pendant 10 ans, j'ai fait chaque nuit le même rêve. On a dit que vous aviez voulu fuir, que vous aviez pris la place d'un prisonnier, que vous vous étiez glissé dans le suaire d'un mort, et qu'alors on avait lancé le cadavre vivant du haut en bas du château d'If, et que le cri que vous aviez poussé en vous brisant sur les rochers avait seul révélé la substitution à vos ensevelisseurs, devenus vos bourreaux. Eh bien, Edmond, je vous le jure sur la tête de ce fils pour lequel je vous implore, Edmond, pendant 10 ans, j'ai vu chaque nuit des hommes qui balançaient quelque chose d'informe et d'inconnu au haut d'un rocher. Pendant 10 ans, j'ai, chaque nuit, entendu un cri terrible qui m'a réveillée, frissonnante et glacée. Et moi aussi, Edmond, oh, croyez-moi, toute criminelle que je fusse, oh, oui, moi aussi, j'ai bien souffert. « Avez-vous senti mourir votre père en votre absence ?» s'écria Monte Cristo, enfonçant ses mains dans ses cheveux. « Avez-vous vu la femme que vous aimiez tendre sa main à votre rival, tandis que vous râliez au fond du gouffre ?»« Non, » interrompit Mercédès,
mais j'ai vu celui que j'aimais, prêt à devenir le meurtrier de mon fils. » Mercédès prononça ces paroles avec une douleur si puissante, avec un accent si désespéré, qu'à ces paroles et à cet accent, un sanglot déchira la gorge du comte. Le lion était dompté, le vengeur était vaincu. « Que demandez-vous ? » dit-il. « Que votre fils vive ? Eh bien, il vivra !» Mercédès jeta un cri qui fit jaillir 2 larmes des paupières de Monte Cristo, mais ces 2 larmes disparurent presque aussitôt, car sans doute Dieu avait envoyé quelque ange pour les recueillir, bien autrement précieuses qu'elles étaient aux yeux du Seigneur que les plus riches perles de Guzarate et d'Ophir. « Oh » s'écria-t-elle en saisissant la main du comte et en la portant à ses lèvres. « Oh, merci, merci, Edmond. Te voilà bien tel que je t'ai toujours rêvé, tel que je t'ai toujours aimé. Oh, maintenant, je puis le dire. »« D'autant mieux, » répondit Monte Cristo, « que le pauvre Edmond n'aura pas longtemps à être aimé par vous. La mort va rentrer dans la tombe, le fantôme va rentrer dans la nuit. »« Que dites-vous, Edmond ? » ?»« Je dis que puisque vous l'ordonnez, Mercédès, il faut mourir. »« Mourir ? Et qui est-ce qui dit cela ? Qui parle de mourir ? D'où vous reviennent ces idées de mort ? Vous ne supposez pas qu'outragé publiquement, en face de toute une salle, en présence de vos amis et de ceux de votre fils, provoqué par un enfant qui se glorifiera de mon pardon comme d'une victoire, vous ne supposez pas, dis-je, que j'ai un instant le désir de vivre ? Ce que j'ai le plus aimé après vous, Mercédès, c'est moi-même, c'est-à-dire ma dignité, c'est-à-dire cette force qui me rendait supérieure aux autres hommes. Cette force, c'était ma vie. D'un mot, vous la brisez. Je meurs. »« Mais ce duel n'aura pas lieu, Edmond, puisque vous pardonnez. »« Il aura lieu, madame, » dit solennellement Monte Cristo. « Seulement, au lieu du sang de votre fils, que devait boire la terre, ce sera le mien qui coulera. » Mercédès poussa un grand cri et s'élança vers Monte Cristo. Mais tout à coup, elle s'arrêta. « Edmond, dit-elle, il y a un Dieu au-dessus de nous, puisque vous vivez, puisque je vous ai revu, et je me fie à lui du plus profond de mon cœur. En attendant son appui, je me repose sur votre parole. Vous avez dit que mon fils vivrait. Il vivra, n'est-ce pas ? » ?»« Il vivra, oui, madame, » dit Monte Cristo, étonné que, sans autre exclamation, sans autre surprise, Mercédès eût accepté l'héroïque sacrifice qu'il lui faisait. Mercédès tendit la main au comte. « Edmond, dit-elle, tandis que ses yeux se mouillaient de larmes en regardant celui auquel elle adressait la parole. « Comme c'est beau de votre part, comme c'est grand ce que vous venez de faire là, comme c'est sublime d'avoir eu pitié d'une pauvre femme qui s'offrait à vous avec toutes les chances contraires à ses espérances. Hélas, je suis vieillie par les chagrins plus encore que par l'âge, et je ne puis même plus rappeler à mon Edmond, par un sourire, par un regard, cette Mercédès qu'autrefois il a passé tant d'heures à contempler. Ah, croyez-moi, Edmond, je vous ai dit que, moi aussi, j'avais bien souffert. Je vous le répète, cela est bien lugubre de voir passer sa vie sans se rappeler une seule joie, sans conserver une seule espérance, mais cela prouve que tout n'est point fini sur la terre. Non, tout n'est pas fini, je le sens à ce qui me reste encore dans le cœur. Oh, je vous le répète, Edmond, c'est beau, c'est grand, c'est sublime de pardonner comme vous venez de le faire. » « Vous dites cela, Mercédès. Et que diriez-vous donc si vous saviez l'étendue du sacrifice que je vous fais ? Supposez que le Maître suprême, après avoir créé le monde, après avoir fertilisé le chaos, se fût arrêté au tiers de la création pour épargner à un ange les larmes que nos crimes devaient faire couler un jour de ses yeux immortels. Supposez qu'après avoir tout préparé, tout pétri, tout fécondé, au moment d'admirer son œuvre, Dieu ait éteint le soleil et repoussé du pied le monde dans la nuit éternelle, alors vous aurez une idée, ou plutôt non, vous ne pourrez pas encore vous faire une idée de ce que je perds en perdant la vie en ce moment. » Mercédès regarda le comte d'un air qui peignait à la fois son étonnement, son admiration et sa reconnaissance. Monte Cristo appuya son front sur ses mains brûlantes, comme si son front ne pouvait plus porter seul le poids de ses pensées.
Edmond, dit Mercédès. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Le comte sourit amèrement. Edmond, continua-t-elle, vous verrez que si mon front est pâli, que si mes yeux sont éteints, que si ma beauté est perdue, que si Mercédès enfin ne ressemble plus à elle-même pour les traits du visage, vous verrez que c'est toujours le même cœur. Adieu donc, Edmond. Je n'ai plus rien à demander au ciel. Je vous ai revu aussi noble et aussi grand qu'autrefois. Adieu, Edmond. Adieu et merci. Mais le comte ne répondit pas. Mercédès ouvrit la porte du cabinet et elle avait disparu avant qu'il fût revenu de la rêverie douloureuse et profonde où sa vengeance perdue l'avait plongé. 1 heure sonnait à l'horloge des Invalides quand la voiture qui emportait madame de Morcerf, en roulant sur le pavé des Champs-Élysées, fit relever la tête au comte de Monte-Cristo. « Insensé, dit-il, le jour où j'avais résolu de me venger, de ne pas m'être arraché le cœur.